Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Mathilda Boussami, je suis énergéticienne et je travaille beaucoup avec les énergies Isiaques. Donc les énergies de la déesse Isis, au cas où ça serait pas clair pour tout le monde. Je voulais faire un petit topo, j'ai déjà fait par écrit, je voulais le refaire un petit peu. Donc ceci s'adresse aux personnes qui travaillent avec les énergies de la déesse Isis. Et il se trouve que à faire des initiations, il y a des personnes qui ont été initiées dans la franc-maçonnerie à Isis et qui sont après coup venues me voir. C'est-à-dire, voilà, je tiens à préciser, moi je ne suis pas dans aucune obédience maçonnique et je ne le souhaite pas. C'est-à-dire que mon travail avec les énergies de la déesse Isis est complètement différent de ce qu'on peut trouver, ailleurs. Que je vise à dire, j'ai, voilà, concerne juste d'avoir quelques pistes de réflexion pour savoir, voilà, qu'est-ce qui est en lien. Il faut savoir que il y a toute une branche de personnes qui s'intéressent à la déesse Isis et qui entretient des savoirs sur la déesse Isis qui sont d'obédience maçonnique. Alors, je tiens à préciser, quand je dis franc-maçon, on parle de quelque chose qui est très hétéroclite. Euh, Il y a des personnes, voilà, qui sont des spécialistes, qui ont écrit des livres sur la question, qui ne sont pas francs-maçons, mais qui ont étudié la franc-maçonnerie, qui ont dit qu'il y a autant de définitions de la franc-maçonnerie que de francs-maçons. Voilà. C'est-à-dire, on pourrait décrire ça. Moi, je pense que j'aime bien parler de mouvement, parce que quand on dit mouvement, on parle de quelque chose qui est très hétéroclite. Donc, historiquement, c'est né en Écosse. C'est à partir de l'Écosse, ça a essaimé en Europe, et puis avec les colonies, ça s'est installé un petit peu un peu partout à travers le monde. En France, on a un boom de la franc-maçonnerie sous Napoléon Ier parce que il va mettre un pied un pied dans la porte, rentrer dans la franc-maçonnerie, l'organiser et d'une certaine manière la favoriser. On va passer de à peu près 300 à 1200 loges maçonniques en France, voilà, sous Napoléon. Au départ, ce sont des groupes uniquement d'hommes, blancs, donc au départ en Europe, qui s'intéressent à des sujets, moi que je trouve d'ordre politique, on dit que c'est pas toujours, ils aiment bien mettre le mot humanisme, mais dans tous les cas, les sujets qui sont débattus ramènent toujours d'une certaine manière à une forme politique. Mais après, ça dépend de qu'est-ce qu'on met derrière l'adjectif politique derrière ça. C'est un des plus vieux et grands mouvements qui ne soit pas religieux, qui ne soit pas proprement parlé associatif ou humanitaire. Donc on est face à une constellation de groupements divers et variés qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques, les mêmes manières de se présenter, les mêmes rituels, etc. D'où la difficulté d'en parler. Les spécialistes, les historiens français en général, classent en 5 types de loges maçonniques différentes. Voilà. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails, là j'esquisse juste quelque chose de très succinct. Il y a une bibliographie énorme. Peut-être je peux vous renvoyer sur un que sais-je. C'est peut-être le plus simple pour démarrer sur ces questions-là, pour aborder la franc-maçonnerie de manière un petit peu, voilà, terre à terre, j'ai envie de dire. Et donc, au moment où la franc-maçonnerie se construit, donc à la fin du XVIIIe siècle à peu près, je passe sur les origines censées être mythiques et plus anciennes de la franc-maçonnerie. Donc historiquement, ça se crée à la fin du XVIIIe siècle. On est dans une pensée européenne qui est raciste, qui est coloniale, qui est patriarcale. Pour moi, c'est un contexte important à prendre ça en considération. Un contexte aussi qui cherche à secouer peut-être d'une certaine manière le joug de tout ce qui a pu structurer la société, la religion, dans la spiritualité et les structures sociales précédentes. Du coup, on est dans ce basculement de la féodalité à voilà, qu'est-ce qui va devenir petit à petit le monde moderne, mais voilà, dans des avancées complètement diverses et variées en fonction des pays. On est à l'époque où il y a un gros mélange de savoirs ésotériques. Parce que certains cultes vont se dire égyptiens, donc je mets avec des guillemets, alors qu'ils vont aller piocher dans des rites qui nous ont été transmis par des textes grecs, par exemple, et qui vont être plutôt en fait des textes mitraïques, donc de Mitra. Hein. Et
Et il y a tout un tas de choses comme ça qui vont être estampillées égyptiennes, qui ne le sont pas forcément. Et à ce moment-là, dans ces premiers débuts de la franc-maçonnerie, on a priori, parce qu'il y a des personnages qui sont très troubles, comme le comte de Cagliostro, on sait pas. Il y a plein de choses, comme il y a eu beaucoup de choses de dites, on sait pas trop qu'est-ce qui est la vérité. Donc, a priori juif. On a plusieurs personnes comme ça clés au tout début des loges maçonniques qui vont utiliser le mot Égypte, égyptien ou Misraïm, qui est le mot hébreu pour désigner l'Égypte, qui vont se référer à l'Égypte, mais qui vont s'asseoir sur une espèce de nébuleuse de pensée. On va retrouver de la Kabbale, on va retrouver donc une pensée juive sous-jacente. On va se référer à la Bible et au temple de Salomon en particulier. On va utiliser des rites qui, a priori, seraient plus à relever du culte de Mitra. Voilà, il y a une espèce de gros mélange qui est fait, donc certains vont se rattacher aux Templiers, certains vont se rattacher voilà, donc à l'Égypte de manière directe. On est dans un moment qui est très mélangé, c'est-à-dire on est à cette époque-là, et ça existe encore aujourd'hui, où ce qui est à l'extérieur de l'Europe est un peu vu comme quelque chose de très unitaire. On ne sait pas trop faire la distinction, etc. Comme aujourd'hui, il y a encore des gens qui savent pas faire la distinction entre certains peuples d'Asie, par exemple, ou entre certains peuples d'Afrique, ou entre certains peuples d'Amérique. Comme si l'espèce de volonté qui existait déjà très fortement dans l'Empire romain, de voir tous les autres comme extérieurs et comme tous un petit peu similaires. Et donc on prend un petit peu tous ces rites un petit peu étrangers, etc., ou anciens, et on fait un mélange. Bon, ça, c'est ma propre perception après avoir lu plusieurs livres sur la question. Donc dans la symbolique, dans la manière de construire les rituels, c'est un peu comme si on avait pioché un petit peu à droite à gauche. Et donc aussi, ce qui est important de dire quand on se réfère à Égypte, à l'époque, on est avant des moments clés et tournants pour l'égyptologie, qui sont la campagne de Bonaparte en Égypte. Et d'ailleurs, ceux qui vont définir les loges égyptiennes, je résume, hein, c'est pas les mots utilisés exactement, on a des gens qui ont fait la campagne d'Égypte, donc voilà, avec Bonaparte, du coup. Je mettrai les liens vers les noms si vous voulez creuser un petit peu sur ces personnages-là. Donc, des moments clés pour l'égyptologie, c'est la campagne de Bonaparte, du coup, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, et bien sûr la traduction par Champollion entre 1822 et 1824. Du coup, apparemment, il a compris à partir de 1822, mais il officialise à partir de 1824. Et, mais dès la campagne de Napoléon, il y a un engouement autour de l'égyptologie qui est très très fort. Et donc ce truc qui se passe en France de particulier, il y a un engouement pour l'égyptologie d'un côté, et de l'autre côté, il y a Napoléon qui favorise, parce qu'il peut d'une certaine manière contrôler, la franc-maçonnerie, du coup qui prend une importance forte en France. Je vais pas détailler, mais aussi il y a une franc-maçonnerie française qui a des spécificités. Il y a tout un tas de choses qui se passent par rapport à la franc-maçonnerie française, qui pareil encore une fois n'est pas unitaire, qui n'est pas un seul bloc, et qui ne se passe pas du tout dans les autres pays où il y a la franc-maçonnerie. Et je trouvais ça intéressant, voilà, de rappeler que il y a une matrice fin XVIIIe siècle dans un monde européen que des hommes blancs qui se piquent de spiritualité, piochent un petit peu à droite à gauche dans ce qu'on peut trouver en connaissance à l'époque, du coup, et qui va ensuite, bah voilà, commencer à se construire après la campagne d'Égypte, du coup, avec des influences a priori depuis Naples et Venise en particulier, où il y a eu des loges aussi à l'époque, avec des apports des loges d'Écosse qui sont les premières, du coup. Donc il y a tout un tas de mélanges qui se font à ce moment-là. Et donc il y a deux branches qu'on peut nommer, c'est les loges où on va parler de rite Memphis, loge Memphis, ou loge Misraïm. Donc comme je disais, Misraïm c'est le mot hébreu pour désigner l'Égypte, du coup. Et à un moment ça va s'unir pour former une loge, il y a une loge qui va s'appeler Memphis Misraïm, du coup.
Donc, faut bien comprendre, je résume, hein, je résume, j'essaye de dégrossir un petit peu ça parce que il y a des gens qui passent d'une loge à l'autre, il y a des reconstitutions, etc. Et il y a certaines loges d'obédience, donc on va dire égyptiennes, sous les appellations Memphis ou Misraïm, qui vont se retrouver incorporées au plus gros groupement de loges en France, qui est le Grand Orient de France, du coup, qui vont se retrouver un petit peu incorporées à un moment donné. Euh, voilà. Ça va se construire dans un contexte aussi politique très mouvementé du XIXe siècle, je vais me concentrer juste sur la France, très mouvementé au XIXe siècle, où il y a une espèce d'égyptomania qui est là, et il y a ces loges qui vont être, on va dire, des laboratoires assez intenses de ce qu'on commence à comprendre réellement de l'Égypte antique, parce que à partir de 1822, 1824, on va commencer à traduire, et du côté de l'Égypte, il y a des fouilles qui vont commencer à se positionner, voilà, majoritairement de personnes anglophones, où on va avoir cet afflux d'informations-là. Je trouve ça important de nommer que voilà, il y a cette matrice-là. On va retrouver dans plein d'obédiences et plein de loges différentes, parce qu'il y a ceux qui s'appellent clairement, qui vont se réclamer de l'Égypte, donc Memphis, Misraïm, mais chez les Rose-Croix, chez tout un tas d'autres loges maçonniques, on va retrouver des symboliques qui vont reprendre des symboles a priori égyptiens, du coup. Tout en mélangeant aussi certaines appellations. Il y a le temple de Salomon qui va être très très important dans certaines obédiences. Euh, et de ce fait-là, on va retrouver chez certaines loges maçonniques l'appellation des fils de la veuve. Et alors, pareil, tous les francs-maçons ne vont pas du tout être d'accord sur cette appellation-là. Il y en a qui vont dire non, mais pas du tout, c'est n'importe quoi. Moi, dans ma loge, c'est pas du tout ça. Ben voilà, ça c'est la problématique dès qu'on aborde les francs-maçons, c'est que voilà, il n'y a pas toujours les mêmes référencements, et que même au sein d'une même loge, les personnes ne vont pas forcément avoir la même perception parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui est dogmatique. On est sur une pensée, je pense que ça c'est commun dans toutes les loges, où on se questionne. C'est le principe de la philosophie aussi, c'est de se questionner sans forcément poser de dogme, de vérité finale et absolue. Et donc tout au long de ce 19e siècle, donc l'égyptologie se développe dans les universités, sur le terrain avec les fouilles, et il y a des espèces de foisonnements qui vont aller chercher plutôt le côté ésotérique, bon, ce qu'on appelle ésotérique à l'époque. On ne parle pas d'énergie, on ne parle pas beaucoup de médiumnité, etc. Le mot-clé pour parler de tout ce domaine-là, ça va être plutôt le terme ésotérisme, où on va parler d'occultisme, etc. Voire anthroposophie, pareil, on va retrouver des traits égyptiens dans l'anthroposophie. Bref, mais bon, ça c'est à part. Et qu'il y a parfois des gens qui sont dans des loges maçonniques qui vont se retrouver aussi en anthroposophie. Tout ça va se croiser à un moment donné. Et la grande question que je me pose, c'est comment ce qui s'est passé dans les loges maçonniques, avec cet intérêt, ce questionnement-là, cette pensée philosophique qui se questionne et qui s'est intéressée à divers degrés selon les loges à l'Égypte antique, comment ça a influencé les études en égyptologie. Par exemple, bah, sur l'étude d'Israël, on sait que bah, la Bible et les croyances catholiques, elles influent énormément. Et pendant tout un temps, la Bible était considérée comme une source écrite et a pris une place très très importante. Et dans une grande question que je me pose, c'est-à-dire qu'il y a des choses extérieures qui viennent impacter la recherche historique à certains moments donnés. Et comment la recherche historique et archéologique, elle a été impactée par ce qui pouvait se passer dans les différentes loges, chez les Rose-Croix qui sont généralement pas toujours englobés, alors c'est pareil là, tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que les Rose-Croix font partie de la franc-maçonnerie ou pas? Voilà, je laisse le débat ouvert. En tout cas, dans toutes ces sociétés secrètes, entre guillemets, on peut les classer sous cette appellation-là, comment ça a impacté? Parce que la grande problématique, c'est que certaines personnes vont dire qu'ils sont dans les loges maçonniques, d'autres non. Euh, il est fort à penser qu'il y a beaucoup d'égyptologues qui ont été dans les loges maçonniques ou qui ont été chez les Rose-Croix. Ça reste un questionnement parce qu'il y a certaines personnes voilà, qui ne sont plus là et on ne pourra jamais savoir. Et donc même si voilà, les études en archéologie, en égyptologie, vraiment
elles ont beaucoup changé parce que les méthodes d'archéologie et les méthodes historiques ont beaucoup changé depuis voilà, ce 19e siècle, et puis on va dire jusqu'à les années 50, 60, où on était encore vraiment ancré dans une pensée coloniale, avant que voilà, le mouvement de décolonisation puisse se mettre en place. On est vraiment dans du renouveau au niveau universitaire à l'heure actuelle, mais toute cette période-là, à partir du moment où on a commencé à pouvoir lire l'écriture des anciens Égyptiens, et la fin de la décolonisation qui pour moi constitue une forme de rupture dans les études d'égyptologie parce que ça va changer la manière d'aborder des études d'égyptologie et d'entendre peut-être aussi les chercheurs africains et les chercheurs d'ailleurs qui ont pu apporter un regard peut-être neuf et différent sur les études qui avaient été faites auparavant. Voilà, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Dans la bibliographie, dans les très multiples livres qui ont été écrits sur la franc-maçonnerie, je n'ai pas trouvé de détails. Alors peut-être que ça m'a échappé parce que j'ai pas. Moi, je considère que je pourrais affirmer des choses sur la franc-maçonnerie et Isis si j'avais passé un an à lire et à étudier la question. Là, voilà, j'ai passé quelques heures. Pour moi, c'est pas assez pour pouvoir affirmer quoi que ce soit, mais juste en tout cas de dessiner certaines choses. Voilà, les informations là que je vous donne, elles sont admises par la plupart des personnes qui ont fait des recherches sur la question. Et donc, et aussi, donc voilà, comment ça a impacté la recherche en égyptologie, premier point. Deuxième point, comment ça impacte encore et ça influe encore tous les livres qui ont été écrits sur Isis, donc d'un point de vue historique, archéologique, donc en égyptologie, mais aussi d'un point de vue énergétique. Avec toujours cette thématique que une personne qui est franc-maçonne ne va pas forcément dire qu'elle est franc-maçonne. Donc, est-ce que quelqu'un qui forme à Isis a aussi été initié, voilà, apparemment il y a des initiations dans certaines loges maçonniques à Isis, du coup, qui sont bien sûr différentes. On m'a raconté un peu de détails, on m'a pas donné tous les détails. Généralement, les maçons ne donnent pas, je donne très rarement, ou presque jamais, tous les détails de leur rituel intérieur. Voilà, donc je voulais renommer ça parce que je pense que c'est quelque chose à garder en tête quand on travaille avec Isis. Je ne veux pas donner de nom, mais voilà, il y a certaines personnes où je sais voilà, qu'elles sont maçonniques, qui ont écrit des bouquins sur la franc-maçonnerie. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'était creux, c'était pas assez consistant pour moi, très clairement, du côté de la maçonnerie. Euh, voilà, ça me pose une question parce que quand quelqu'un écrit quelque chose, un livre sur Isis, mais ne lui dit pas clairement qu'il est franc-maçon, pour moi c'est un petit peu biaisé parce que on est en train parce qu'il y a une approche particulière, parce qu'il y a un corpus de texte particulier, il y a une source et une méthodologie qui n'est pas nommée clairement en fait. Ça me dérange dans ce sens-là en fait. Ça serait comme si moi je vous parle, je vous dis pas que j'étais prof avant et vous comprenez. Voilà, ça paraîtrait un petit peu prof d'histoire-géographie, pardon, je précise. Du coup, ça vous paraît. Enfin voilà, il y a certaines choses qui vous paraîtraient bizarres. Pourquoi j'en reviens toujours à essayer de définir certains concepts, pourquoi j'essaye de déconstruire un petit peu et d'exercer mon esprit critique, etc. Si vous savez que j'ai été prof d'histoire-géographie, ça devient beaucoup plus clair. Bon, après, je sais qu'il y a des gens qui, qui captent tout de suite mon côté prof, voilà, sans que j'ai besoin forcément de le dire. Mais c'est pour donner un exemple, voilà, c'est-à-dire que il y a un biais qui n'est pas posé et voilà, je trouve ça un petit peu bizarre de savoir, voilà, dans quelle tradition on s'insère. Ça me paraîtrait plus clair de le dire de manière, voilà, transparente. Voilà. Donc voilà, gardez peut-être ces questionnements-là. Je vais vous mettre des liens si vous voulez creuser par vous-même. Par exemple, il faut savoir qu'il y a un musée de la franc-maçonnerie, par exemple, à Paris. Voilà, si vous voulez un petit peu explorer ces aspects-là. Les Rose-Croix aussi ont des bureaux à Paris qui sont très accessibles, voilà, au cœur de Paris. Donc il y a des choses qui sont vraiment extrêmement accessibles et d'autres voilà, qui restent du domaine, j'ai envie de dire, privé plutôt que secret au au sein de ces groupes. Donc voilà, savoir qu'il y a une matrice qui est vraiment née au XVIIIe siècle sur voilà, les études ésotériques, occultistes, etc. Parce que aussi, il y a un biais peut-être qui est important à dire, c'est que tous les gens qui étudient la franc-maçonnerie,
ne croient pas à l'énergétique. C'est comme quand on étudie la chasse aux sorcières, il y a plein de livres extrêmement intéressants historiques écrits sur la question, mais ou en anthropologie d'ailleurs aussi, ou en sociologie maintenant, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la question. Ça part toujours du principe que l'énergétique et la pratique rituelique n'existent pas en tant que telles. Alors évidemment, tout ce qui a été décrit du sabbat des sorcières n'est certainement pas vrai, mais des femmes qui se regroupent à la pleine lune pour passer un bon moment, moi je suis tout à fait capable de le faire au jour d'aujourd'hui, en 2024, avec des copines, de faire un cercle de femmes à l'extérieur, parce que c'est très sympa, tout simplement. Voilà. Mais voilà, pour revenir sur le cœur du sujet, euh, quelle est la part de réalité, de fantasme dans ces questionnements-là? Euh, voilà, donc je reviens. Donc il y a une création au XVIIIe siècle des courants maçonniques, avec un courant qui est minoritaire, qui va se rattacher à l'Égypte à un moment donné. Certains de ces courants minoritaires qui vont se rattacher à l'Égypte à travers différentes appellations vont se retrouver, sur le terrain français en tout cas, rattachés et donc englober et nourrir d'une certaine manière la réflexion, la structuration, etc. de ce qui est la considérée comme, on parle d'obédience dans le milieu de la franc-maçonnerie, la plus grande loge maçonnique de France, le Grand Orient de France. Il y a tout un vocabulaire spécifique. J'aime bien squeezer un petit peu le vocabulaire, dire groupe, groupement, etc. Parce que ça paraît plus compréhensif pour tout le monde, même pour les personnes qui sont pas à l'intérieur. Donc aussi, je vais couper les commentaires sous cette vidéo parce que quand j'aborde le sujet de la franc-maçonnerie, généralement, je me fais alpaguer par les francs-maçons eux-mêmes, qui me disent non, mais c'est pas ça la franc-maçonnerie. Ce que dis fait partie de la franc-maçonnerie, en sachant que la franc-maçonnerie n'est pas unitaire et il y a plein de branches et différentes, etc. Et que l'historique de la franc-maçonnerie, il est posé très clairement par les historiens. Et voilà, et de comprendre que à l'heure actuelle, euh, la figure d'Isis, il peut y avoir des personnes qui viennent de la maçonnerie, voilà, et du coup de loges parfois complètement différentes, qui vont vous en parler et qui s'inclut dans cette historique-là de naissance à partir du XVIIIe siècle, où on va mélanger un petit peu beaucoup de choses de différents cultes avec les connaissances de l'époque qui sont très 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 minimes, avec un gros changement avec la campagne d'Égypte de Napoléon, le début des décryptages des hiéroglyphes et toutes les fouilles qui vont s'en suivre, etc., qui vont permettre de trouver tout un tas d'informations et d'avoir une idée beaucoup plus claire sur ce qui se passait réellement. Avec l'inclusion des rites à mystère qui sont de l'époque ptolémaïque, s'ils sont réellement d'Égypte, ou qui viennent vraiment de Grèce, ça c'est vraiment prouvé par les historiens à l'heure actuelle. Du coup, ça c'est pas quelque chose qui est égyptien, c'est un apport grec du coup, qui est venu à l'époque ptolémaïque changer certaines pratiques ritueliques égyptiennes, et c'est ça qui a beaucoup été intégré dans la notion d'initiation et dans la notion de rite ou de rite à mystère pour certaines les obédiences qui utilisent cette appellation-là, qui vont être utilisées voilà, qui vont arriver à façonner un petit peu certains rituels qui arrivent jusqu'à nos jours, jusqu'à nous, en fait. Voilà. Et comprendre que certaines personnes qui écrivent des livres sur Isis s'inscrivent dans cette lignée-là, et que certaines manières d'expliquer le mythe d'Isis et d'Osiris, etc., vont s'inclure dans cette lignée-là. Voilà. Donc l'idée vraiment pour moi, c'est pas d'être exhaustif, encore une fois, j'essaye d'être résumé et quand on résume, on trahit toujours un petit peu. J'essaye voilà, d'esquisser de grandes directives pour que vous puissiez juste avoir cette idée en tête et cette interrogation-là. Voilà, la personne qui me parle ici, c'est ce qu'elle est franc-maçonne, est-ce qu'elle s'inscrit dans cette lignée-là qui remonte du coup au XVIIIe siècle, et les informations concrètes et matérielles qu'on a à l'Égypte, à quel point elles ont été impactées par la franc-maçonnerie ou les autres groupes qui ont navigué autour de ça et qui ont pu s'intéresser à la figure d'Isis à un moment ou à un autre du coup. Moi, je me pose beaucoup la question sur est-ce que ça n'a pas beaucoup influencé le temple de Philae à l'heure actuelle, déjà parce qu'il est d'époque ptolémaïque, il est pas déjà... moi, j'ai tendance à dissocier vraiment la fin de l'Égypte antique avec quand les Grecs sont arrivés du reste, parce qu'il y a vraiment des gros changements qui ont été faits. Et aussi dans le déplacement par les architectes qui se sont occupés du déplacement.
Mon intuition me dit que c'est des gens qui étaient, voilà, dans une certaine loge, voilà. Mais voilà, j'ai pas la preuve, je le dis juste comme ça. Et moi, de mon côté, je vais continuer les recherches et les lectures. Je vous ferai une autre vidéo si je trouve confirmation ou au contraire, voilà, si je tombe, si je peux déconstruire là ce que je viens de dire dans cette vidéo-là. Voilà, si vous vous intéressez à Isis, je trouvais que c'était des pistes super intéressantes. Si vous le creusez, je vous mets les liens sous la vidéo. Voilà, merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao!